suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de French Touch, ce terme général attribué à un sous-genre de la house qui est né en France au milieu des années 90 et qui est devenu un genre musical de référence et qui perdure encore aujourd'hui. Si on a choisi d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on a cherché à comprendre comment ce style s'est largement imposé en France et à l'international, et ce depuis plus de 20 ans. Comprendre le phénomène derrière cet engouement, comme par exemple avec la récente cérémonie de clôture des Jeux paralympiques en France, où de nombreux DJ de French Touch old school et moderne se sont réunis pour un immense concert qui nous a beaucoup émus, enfin moi personnellement, ou encore l'énorme série documentaire consacrée à DJ Mehdi. Comprendre comment la France est passée en 1995 d'1 million de disques exportés à l'international à 39 millions, dont 70% de musique électronique en 2001. Comprendre également ce que les journalistes qualifient à l'heure actuelle de French Touch 2.0. La French Touch, ça vous dit probablement rien. Ça englobe quand même des artistes comme Daft Punk, Cassius, Étienne de Crécy, Justice et des labels comme Headbanger, pour ne citer que les plus connus. Et aujourd'hui, pour préparer cette émission, j'ai le plaisir immense d'accueillir, mesdames et messieurs, Mister Deskin et Mister Marcus. Bou. Super content Hello d'être les là. gars, comment ça va ? Bah ça va. Ouais, Comme ça un va dimanche super. soir. Comme un dimanche soir. Un bon Mais dimanche. écoutez, c'est un dimanche soir de trentenaire parce que nous, on n'est pas sortis hier soir. Ah bah nous on est sortis Pour hier soir. Ah ouais. Moi, pour ma part, je suis hyper en forme. Donc voilà. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. J'avais essayé de sélectionner. Donc, vous êtes DJ dans la vraie vie, DJ, producteur, organisateur de soirées. On parlera de ça un peu plus loin dans l'émission. Mais surtout, vous êtes des trentenaires. Vous avez connu de plein fouet la French Touch. Enfin, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes assez sensible à ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Voilà. Bah, merci pour l'invitation. Merci avec beaucoup. grand plaisir. Grand plaisir. Peut-être, Jay, est-ce que tu peux monter un tout petit peu les micros ? Je crois pas qu'on les entend très bien. Surtout des skins. On veut que ça crie là. Ouais, un petit peu plus. Ouais, parfait, super. Ah voilà. Oui, parce que je vous ai pas présenté non plus, mais à la régie, on a un nouveau mousquetaire et pas des moindres. Voilà, Jay. C'est à la sa régie. première émission. C'est à la sa régie. première émission tout seul, Oh là mesdames et là là messieurs. là. Donc soyez indulgents si jamais il y a des petits écarts de voix. Mais voilà. Est-ce que tu veux, Jay, commencer par nous raconter un petit peu ce qu'il y avait avant, avant la French Touch, ce qui existait en France comme au niveau musique électronique. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le statut de la musique électronique en France, au début des années 90, c'est... Rapproche-toi un tout petit peu du micro, peut-être. Tu m'entends bien ? On t'entend pas trop, mais tu peux peut-être augmenter un peu le volume de ton micro. Crache dedans, colle ton nez dans le micro. Pareil, si tu veux augmenter un tout petit peu le volume de la musique derrière. Pas de souci. Tout petit peu. Petite musique de fond. Ouais, exactement, pour que ce soit bien lounge. C'est ça. On essaye de créer une petite ambiance, Ambiance mesdames et détente. messieurs. Le studio, on a mis une lumière rose. Enfin, vraiment, on essaye Ah ouais. on essaye de nous mettre bien. Studio ascenseur. C'est ça. C'est ça. Vas-y, donc du coup, je te Ok. laisse un peu poser un contexte un peu historique et social, juste Ouais. pour rappeler un peu. Tout à fait. Bah oui, c'est vrai que le contexte est assez particulier pour la France au début des années 90. Parce qu'on a toute la mouvance techno-house qui nous vient des États-Unis, qui débarque en Europe, particulièrement l'Angleterre, massivement à Londres, massivement à Manchester. On a l'Allemagne qui va être inondée, principalement à Berlin, la Belgique, Ibiza, tout ça, ça va recevoir cette nouvelle culture musicale. Mais en France, on est réfractaire. On est un peuple assez réfractaire de toute façon, je pense qu'on l'a assez prouvé au terme de l'histoire. Mais non, Réfractaire est un peu lent aussi des fois. réfractaire est On est juste lent des fois. on est pas juste réfractaire. un petit peu lent à comprendre ce qui se passe. Et non, et les médias accueillent très mal cette nouvelle mouvance musicale, comme le rap à cette école, à cette époque le hip-hop est mal reçu. On l'associe aux violences urbaines massivement, et on va associer la techno à la problématique de la drogue. On va accuser les organisateurs de vendre de la drogue, de consommer massivement. Donc, Cela a-t-il vraiment changé cela encore a-t-il vraiment changé ? Excusez-moi, mais C'est la question qu'on se pose. C'est pas que c'est un faux problème, mais bon, on va dire que ça n'a pas changé Cette vraiment depuis. étiquette colle toujours. Mais à cette époque, c'est vraiment prégnant et il est difficile d'écouter de la musique électro, parce que, à part si on va en rave, si on va en free party, c'est possible, mais les clubs sont vraiment, on va dire, réfractaires à passer ce genre de musique, parce que ça se fait absolument
bâché dans les médias, c'est sa mauvaise popularité. Et donc, pour écouter à l'époque de la musique électro, il faut sortir en dehors des clubs, mis à part de très rares exceptions. On peut citer le Rex à Paris ou l'Enfer à Dijon, mais Incroyable d'ailleurs. incroyable, l'Enfer Dijon à brille. Dijon, oui, Dijon brille. On ne sur la l'attendait scène, pas à cet endroit-là. Dijon brille de mille feux sur la scène nationale française, mais il va falloir attendre. Il va falloir attendre justement un petit peu l'avènement d'une petite bande de Frenchies parisiens pour démocratiser un petit peu tout ça, et faire entrer enfin l'électro dans la dimension qu'il mérite. Petit disclaimer, pendant cette émission, on a choisi délibérément d'écarter Laurent Garnier et Fcom et toute cette clique-là pour ne s'intéresser vraiment aux prémices et de ce qui caractérise vraiment la French Touch. Et c'est délibéré parce que oui, c'est vraiment un pionnier et c'est vraiment un des maîtres, enfin c'est vraiment un des pionniers en matière d'électro française. Simplement, c'était une mouvance beaucoup plus underground, beaucoup plus techno. Mais en même temps, on l'oublie pas. Ouais, c'est s'il nous écoute ce soir. C'est pas contre Lolo. Lolo, c'est pas contre toi. C'est juste qu'on sait que t'es dans un autre créneau. Mais non, mais pour les gens qui nous écoutent, non, parce qu'ils vont nous dire, vous avez quand même oublié. Et oui, on a oublié le sensei, mais non, on y a bien pensé. C'est juste que ça s'écarte un petit peu du sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui. Bon, on pourrait peut-être en reparler après de la French Touch un peu plus au sens large, mais je pense qu'on y reviendra exactement. après. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça aussi, c'est peut-être dans la deuxième émission, je voulais qu'on aborde un peu plus peut-être ce qui continue à se faire aujourd'hui et la French Touch, comme tu dis, au sens large. Parce qu'à la base, effectivement, en 94-95, comme à DJ, c'était quand même comme à DJ. Comme à DJ. Je me suis wow. régalé. Merci. Ça, c'est dit Pour pour voir ça. si tu suivais un peu. Comme à DJ, effectivement, c'était une bande de Versaillais, qui était un peu issue des beaux quartiers. Ouais, 100%, mais qui sont... En fait, je me suis rendu compte, on reparlera de ma chronique après, mais genre même l'aspect visuel, le plus grand studio, enfin pas le plus grand studio, mais celui qui a fait beaucoup de covers pour pas mal d'artistes de l'époque, était un ami d'amis de Étienne de Crécy qui était à Versailles. Fait qu'en fait, c'est ouf à quel point c'était genre cette nébuleuse là où ça tournait autour quasiment du même lycée, quoi. C'est un truc de fou. Moi, ça me fait capoter ça. Ouais, c'est ça, parce qu'à la base, les Daft Punk, Bangalter, Étienne de Crécy, tout ça, etc. C'est des mecs de Versailles, c'est des mecs de Montmartre. C'est des mecs qui sont issus soit du rock, et puis pour le cas de Cassius, des mecs qui sont issus du rap, et qui se sont dit un jour, tiens, on a accès, de par nos parents, de par notre métier, de par nos studios, à des machines, et on va essayer de produire un son un peu différent. Voilà, on va essayer de... Donc c'est quand même des gens d'une certaine classe sociale qui ont eu... Parce qu'à l'époque, ça coûtait... je sais pas combien ça coûtait d'avoir... Une demi-cacahuète. Je pense qu'on était sur... je me rappelle plus du nom de la... C'était le nom de la machine... le nom de la machine qu'ils utilisaient. Une TR, genre C'est ça. En C'est fait, ça. c'est aussi surtout que c'était le début de... J'en reparle aussi plus tard, mais genre c'est quasiment le début de la MAO aussi, là. Les années 90-2000, genre... Il y avait peut-être pas encore Ableton à l'époque, là, mais genre ils pouvaient commencer enfin à faire la musique sur ordinateur. Fait qu'il y avait aussi des outils qu'ils avaient pas, outre les instruments. Il y avait vraiment le fait d'avoir accès à un ordi puis de pouvoir le faire dans des petits setups où t'avais besoin d'aller dans un studio de malade pour faire du son, là. Fait que ça a beaucoup changé la donne aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est de pouvoir un peu créer... c'est l'album Homework qui a été créé absolument entièrement dans leur chambre au Daft Punk. C'est ça, hein. Ils l'ont fait directement dans l'appart. Donc c'était les premières fois qu'on pouvait créer du son sur des machines qui coûtaient une blinde, effectivement, mais la première fois qu'on n'était pas qu'il n'y avait pas effectivement d'instruments et qu'on pouvait faire ça depuis notre chambre. Et bien que Homework ait quand même été très inspiré par les influences rock des Daft Punk avant, dans leur période rock, avant de devenir les Daft Punk, justement. C'est vrai que quand tu l'écoutes, ça se ressent tellement. Là. Ils faisaient tous du rock. Énormément de rock. En fait, c'est Darling, je pense, le groupe pour parler des Daft Punk là, avant. Puis quand t'écoutes Homework, tu te rends vraiment compte de
cette puissance rock'n'roll qu'il y a derrière et c'est qui est retravaillé l'anecdote du son de Rollin' and Scratchin là. Ouais, Rollin' and Scratchin. L'affaire du buzz avec le jack qu'ils ont réenregistré. Exact. Juste ça, c'est typique d'être sur un show avec des instruments. Ce genre de son, tu l'as pas avec la musique électronique. Bah oui, mais comme. Complètement. Mais là, c'est un jack mal branché en fait qui donne ce vrombissement de basse un peu sur Rollin' and Scratchin et c'est fou, assez impressionnant de voir qu'ils ont utilisé ça en direct en fait pour littéralement inventer ça en direct puis réenregistrer ensuite en studio pour recréer ça. Je vais pas commencer les blagues sinon on va pas s'en sortir. Mais en fait c'est parce que ce que je cherche à faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est en quoi par exemple ça s'est démarqué. En quoi ça s'est démarqué selon vous parce qu'il y avait déjà la techno, il y avait déjà la house qui venait de Chicago, etc. Ils ont été les premiers en matière. Mais dans cette matière, puis c'est vrai que ça découlait déjà un peu des samples de disco, de funk, etc. Et ce que je voudrais faire comprendre, c'est en quoi c'était différent et pourquoi c'était novateur et pourquoi ces mecs-là, en plus issus du rock, ou issus, comme tu vas nous raconter dans ta chronique, ou carrément issus, c'était aussi des graphistes, enfin c'était des mecs... Il y avait des fils d'architectes, en fait il y en avait beaucoup qui avaient déjà un œil un peu en lien avec les arts visuels, donc que ce soit du côté clip ou du côté même juste pochette de disque. Fait que c'est des gens qui avaient déjà un sens de l'esthétique parce que dans leur famille, ils avaient déjà des gens qui étaient dans l'art moderne ou whatever. Fait que je pense que c'est vraiment un mélange un peu de marketing, d'outils un peu différents et en fait de comment ils ont un peu récupéré les codes des années 90-2000, enfin des années plus 80, on dirait avec la disco et la funk, comment ils l'ont samplé, les outils auxquels ils avaient accès. Je pense que c'est un peu le mix de tout ça qui a créé un peu ce mouvement-là. Et puis clairement l'influence rock, parce que c'est vrai que quand t'écoutes Daft Punk, quand t'écoutes Justice, je réécoutais par exemple aujourd'hui, pareil, je fais un petit disclaimer parce qu'ils sont pas français malheureusement, mais on pense à eux, genre des mecs comme Soulwax, des gars comme Basement Jaxx, tu vois, qui viennent d'Angleterre. Tu sais, ça a vraiment une sonorité ou même plus récemment Boys Noise, Brodinski, tu vois. Tu sais, t'entends dans leur techno. Quand même, ce son, j'arriverais pas parce que j'y réfléchissais tantôt, j'arrive pas à mettre de mots très clairs là-dessus, mais t'entends que c'est pas de la house, c'est quand même un peu. Je vais pas appeler ça de l'électro-rock. T'entends un son de guitare électrique derrière, quoi. Je sais pas si vous connaissez Sébastien là, de Headbanger, mais genre pour moi, lui, c'est celui qui bombarde le plus. C'est des sons ultra vénères, assumés 100% rock. Ça reste quand même de la French touch parce que c'est du Headbanger, puis c'est quand même français entre guillemets. T'sais. Puis t'as des gros kicks. Et t'as des loops. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est une version plus Fall to the Floor de genre de son très rock, mais genre repris avec de la grosse distorsion. Puis je pense que ça contribue aussi à ce paysage-là des gens qui étaient influencés par des bands, qui pour certains étaient dans des bands. Fait que je pense qu'il y a un lien quasiment logique de la suite un peu de ce dans quoi ils baignaient avant. T'sais. Je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le côté peut-être plus un peu un côté historique aussi de la période à laquelle ces artistes-là arrivent. On est sur une fin de 30 glorieuses, on est sur un peu une période de paix mondiale aussi, où il y a un développement économique qui est quand même très fort. Ça, c'est la minute un peu intellectuelle. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Pour aller dans le côté social, historique, tu vois, mais c'est sûr qu'on est dans un climat ultra prospère où en fait, c'est, comment dire, c'est accessible d'aller dans les soirées, puis c'est important d'aller faire la fête. On va célébrer en fait un peu la paix. On n'est pas loin de on est après la guerre froide, genre on est dans un climat où ça va quand même plutôt bien à l'international, et donc il y a aussi, je pense, tout ce côté commerce international qui se développe de plus en plus, et ça devient en fait de plus en plus accessible d'avoir des vinyles qui viennent d'Amérique du Nord, des vinyles qui viennent d'autres pays d'Europe, et en fait de se procurer un peu des sons qui viennent de l'étranger et de pouvoir les écouter en plein Paris. Et ça, je pense que ça amène aussi quelque chose. Ça fait le lien un peu avec le sampling. On voit que ils ont des techniques ils découvrent les techniques de sampling. On pense à DJ Mehdi qui avait littéralement fabriqué sa propre machine. Que vous regardiez ce documentaire, il est incroyable. Faut montrer le documentaire parce que le mec est un génie, quoi. Le gamin à 13-14 ans, il a créé sa propre machine de sampling. Musicien, électromécanicien. Exact. C'est ça, exactement. Exact. Et en fait, le mec va écouter des artistes américains des années 60, puis il va sampler des vinyles des artistes américains des années 60, tu vois. Wow. Avec sa machine qu'il a qu'est-ce qui fait que ça arrive jusque-là ? C'est qu'il y a un climat économique, malgré tout, qui est quand même assez développé. Lui, il vient d'une famille quand même un petit peu plus, on va dire, un peu moins populaire que les quartiers, tu vois. Donc il arrive à avoir accès à ce genre de choses aussi.
Et en fait, il va venir apporter vraiment ça. Ok, ouais. Mais non, c'est sûr. Mais il y avait aussi... parce que t'as cette influence rock aussi, parce que moi j'ai beaucoup écouté de rap, et en faisant mes recherches par exemple, peut-être que tout le monde le savait, mais pareil, je savais pas du tout que les gars de Cassius, c'était eux qui avaient produit et remasterisé le premier album de MC Solar. Ah ouais. Et ouais, en fait, eux avaient un énorme studio à Paname, et eux étaient fans de rap. Et c'est eux qui ont tout masterisé le premier album là. Ah, fait qu'ils étaient producteurs de. Ils viennent du rap. Hubert Blanc-Francard, c'est lui qui a pour la première fois produit. Oh mon Dieu, j'ai perdu son nom. Aidez-moi. Mon Dieu. Et en plus, il est dans le. Ça va me retrouver. Je vais le retrouver. Si tu le retrouves, Jay, dis-moi. C'est la régie qui bosse là-dessus normalement. Je me mets sur le dossier. On revient là-dessus dans 5 minutes. Tu sais, le rappeur dont il parle, que Hubert Blanc-Francard avait produit aussi quand il avait... il s'est fait... James. Oui, exactement, okay. Merci. Voilà. Oui, bravo. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, il y a cette influence rock, mais il y a aussi cette influence rap, et que j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, en écoutant des trucs de cette époque, c'est vrai que les samples sont sensiblement les mêmes, se ressemblent vachement. Ouais. Avec, tu vois, les rappeurs faisaient beaucoup de... Parce qu'ils avaient un peu le même matériel. Avec des aussi instrus très funk aussi, très disco, et effectivement, et ouais, tu vois des images de Kerry James à 12 ans avec les Cassius, c'est assez drôle. Non, ça c'est incroyable ça. Kerry James qui est talent brut, diamant... incroyable. Dans ma tête, j'avais Oxmo Puccino. Tu sais, parce que je pensais à un mec qui écrivait trop bien. Non, c'est pas Oxmo. Ouais, merci beaucoup. Kerry, une qualité d'écriture et une qualité de chant à son âge, c'était du jamais vu. C'était fou. C'était complètement fou. Il avait 12 ans. Ouais. 12 ans, il était déjà sur scène, puis il chantait avec déjà. DJ Mehdi, justement, et les Cassius qui étaient derrière pour tout remasteriser. On va arranger ça pour mettre ça propre. Genre. Ah ouais, et c'était drôle, ouais. Avec des paroles, déjà, pour un enfant de 12 ans à cette époque, sont absolument incroyables. Ouais. Moi, je me vois à 12 ans, je le vois lui à 12 ans. T'hallucines complet. Wow. D'ailleurs, tu regardes des images, on lui donne pas d'âge. D'ailleurs, on ne sait pas s'il a, dans le documentaire, on ne sait pas s'il a 12 ou 38. C'est impressionnant. Vraiment. Ça, c'est chaud, ça. C'est fou. Vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas cette section-là, mais c'est vrai que les liens entre même le hip-hop français des années 90 et la French Touch, pour moi, ils sont tellement imbriqués, tu sais, parce qu'à Paris, il se passait plein de trucs. Puis au final, genre, les prods hip-hop, on retrouve aussi des sons un peu funky. Fait que, si j'avais l'occasion, là, je le ferais pas, mais j'aurais tellement kiffé juste explorer ça, parce qu'il y a tellement des crossovers, comme tu dis, que ce soit dans les façons de travailler, les collabs qu'ils ont fait à l'époque. Puis par les années 90, en France, il s'est passé tellement de trucs, en fait. Là, c'est fou. Bah, puis là, de cette époque, enfin ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment en fait un microcosme, tu vois, parce que après j'aimerais bien qu'on parle de deux énormes, comme on en parlait avec Jay, les plus gros tubes de la French Touch ont été produits ont été un peu mis en lumière par Virgin, le gros label de l'époque, mais il y a quand même deux labels principaux dont on va parler, c'est quand même Cris d'amour et Roulé. Je me suis refait aujourd'hui que je vous conseille de vous écouter. Si vous voulez un condensé de Cris d'amour et de Roulé, il y a Boys Noise qui avait fait son mix là. Ouais, sur mais YouTube, il est incroyable. Genre il a fait juste un mash-up de tout. Et tu l'entends dire au début Cris d'amour et Roulé comme ça. avec son accent et tout. Mais c'est incroyable. Et genre il a vraiment mis tous les plus grands tubes. C'est vrai qu'il est quand même culte ce mix là, genre ça fait un bail qu'il est sur YouTube en plus. Là. 2016. Okay. Il a fait ça en 2016, mais si jamais ça vous tente d'avoir vraiment un condensé de tout ce qu'on sortit, c'est un bon truc à mettre sur sa liste de lecture pour se mettre en ambiance French Touch là. Ouais, effectivement. J'allais ajouter aussi pour ceux qui connaissent pas, c'est toujours assez marrant d'aller s'amuser avec Who Sample. Pour aller voir en fait qui a. Tu connais pas Who Sample? Who Sample? Je suis choqué. C'est en fait ça te permet de tu prends un son n'importe lequel ou juste un artiste et en fait ça te montre qui est-ce qu'il a samplé dans ses sons à lui. Ok. Ou même à l'inverse. Qui l'a samplé aussi. Tu peux l'avoir dans les deux sens. Okay. C'est ça. S'il y a un son récent qui te rappelle un truc, tu le mais dedans et ça va sûrement te ressortir. Mais je pense que tu as des sons qui doivent être samplés et je pense que des fois ils doivent te sortir 40 références. Ils sortent beaucoup de références en fait et je m'amusais avec ça ce matin. Je regardais David Guetta juste pour un autre morceau, mettons, demi-morceau de la French Touch aussi. Mais ce que lui a samplé et lui, comment il s'est fait sampler sur Titanium par exemple.
c'est 2015-2014 cet album-là, enfin Titanium est issu de cet album-là. Et, je pensais pas qu'il y a du sampling sur des trucs aussi récents. Et en fait, alors je sais pas si c'est une erreur de matrice ou si vraiment les mecs ont poussé le truc super loin, mais en fait ils vont chercher les paroles des morceaux de paroles de Titanium dans une vidéo pour enfants. Littéralement, genre. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est exactement ça. C'est quoi, ça. c'est repitché puis genre. Exact, ouais. Je sais pas si ça se fait. Moi, j'adore cette chanson. Je sais pas si c'est la honte ou pas de dire. Guilty pleasure. Ok, ça marche. Guilty pleasure, tu peux y aller. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Mais bon. Non, mais c'était une. Avec un bon contexte, moi, je suis fucking down pour du Titanium. Hein. Ouais, non, elle est vachement bien. Puis regarde, c'est l'autre morceau de la French Touch. On va pas voler le. C'est vrai qu'on en parle pas non plus. Qui passe après, tu vois. Mais c'est vrai que après, il y a un David Guetta avant les années 2000 aussi, tu vois. Il a quand même été là. Quand il faisait des trucs avec Joachim Garraud, là. Exact. Je sais plus il est où ce live mythique là qu'ils faisaient ensemble, mais. Et même avec Bob Sinclair, tout ça, genre, il y a tout un. Ces gars-là ont existé, c'est juste qu'ils ont pété un peu plus tard, en fait. Mettons. En tout cas, moi je me suis un peu plus. Moi, Bob Sinclair, il m'a quand même beaucoup inspiré parce que. Et puis en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce gars-là, c'est que c'est un mec qui s'assume 100% dans le virage qu'il a pris dans sa carrière. C'est qu'il était 100% underground au début. Tous les tubes qu'il a sortis, c'était des trucs 100% French Touch. À un moment donné, il a pris un virage un peu plus commercial. Mais ce qui est fou avec lui, c'est que c'est un putain de passionné, c'est un mec qui s'assume à 100%. Il était là au tout début, il a plein d'anecdotes hyper intéressantes. C'est resté, je pense, un bel humain. Puis genre, je trouve inspirant parce que des fois, on dirait que les artistes assument pas ce genre de move, alors que lui, il l'a fait quand même assez proprement. Et au final, c'est un personnage aujourd'hui, genre, il est quand même assez atypique. C'est ça. Et c'est un gars qui a dans son studio à Paris. En fait, il a eu la chance de trouver un studio, ou l'argent, mettons, en face de chez lui. Qui, pendant la Covid, je sais pas si vous regardiez, mais il faisait des live mix les petits sets de son balcon sur Facebook. Non, littéralement, il traversait en fait la rue parce que Covid oblige, t'étais enfermé chez toi, mais lui il pouvait traverser juste pour aller dans son studio. Et le studio, il y a je pense qu'il y a plus de 15 000 vinyles. Je vais pas dire une bêtise, mais il a une collection avec 15 000 vinyles. C'est littéralement, les murs sont remplis. Genre, c'est un endroit, je pense, qui est assez immense là. Et en fait, son grand kiff pendant la Covid. Les gens étaient enfermés chez eux, puis lui il s'est dit vas-y, je vais ressortir tous mes vieux classiques, je vais ressortir ça a dû être génial. tous mes mix. Et le gars a fait peut-être je sais pas moi 130 jours de mix tous les jours à la même heure à 14h. Il a gardé cette fraîcheur là aussi de continuer à partager de la musique de qualité aussi. Exact, puis le mec t'ouvre en fait sa bibliothèque quoi. C'était juste un moment mais exceptionnel quand t'étais tout seul chez toi. T'attendais le jour à 14h là, et boum, ça partait 2 heures de mix, c'est tout. mais j'ai l'impression qu'on a un peu facilement tapé sur les artistes French Touch. On a lu des bouquins là pour se préparer à l'émission où en fait t'avais beaucoup de journalistes justement techno underground ou même des artistes ou même ou même Laurent Garnier ou même des mecs des DJ de cette époque-là qui en fait taillaient beaucoup les artistes French Touch en disant mais c'est des mecs de Versailles, c'est des mecs guindés. C'est vraiment c'est des petits mecs propres sur eux qui font de la house trop propre sur elle. Mais effectivement, c'était rajouter un côté très propre et un côté et en même temps, très Frenchy, je pense, très Frenchy à la côté techno. Carré en fait. Ouais. C'est vraiment t'avais ce côté brouillon un peu de la techno, puis eux ont vraiment apporté un peu une comme rondeur, un cadre, enfin une rondeur, mais un cadre sans un cadre parce que justement ils sortaient ils étaient précurseurs de sortir du cadre, mais ils ont vraiment arrondi les angles en fait. Ouais. Je pense qu'il y a une attitude aussi, tu sais, moi je vois un peu, j'imagine le Gainsbourg de l'époque. Je trouve que la French Touch s'inscrit un peu dans la suite logique de ce genre d'artistes qui n'ont rien à voir parce que c'est pas des chanteurs, mais je trouve que dans l'esthétique, dans la façon dont on parle d'eux dans les médias, tu sais, je prends surtout le Justice parce que moi c'est beaucoup eux que je regardais. Tu sais, leur attitude un peu rock'n'roll, mais un peu quand même artiste de musique électronique. Ils gardaient cette attitude de français qui comme participe un peu à tout ça aussi, tu sais. Ouais. C'est un peu dans la posture. Après, je trouve que la French Touch est comme un peu plus lissée. Genre, il disait que la musique anglo-saxonne était souvent plus politisée, engagée. La French Touch était comme un peu plus quand même orientée sur la musique de club et le groove, là. Mais c'est ce qui lui donnait une espèce d'entre-deux, entre quelque chose d'assez lisse. Ouais, parce que oui, mais je sais pas s'il faut toujours être engagé pour faire de la musique et tout. En fait, quoi que tu fasses, je crois que les gens te rentrent dans l'art en disant oui.
Vous devriez être plutôt ci ou plutôt ça. On trouvera toujours quelque chose. Ouais, hein. C'est ça, toujours quelque chose à dire pour les, pour les gens. Ça peut être des engagements pas du tout publics aussi. Tu peux être engagé dans ta vie privée et pas du tout faire ça dans ta vie publique. Mais c'est vrai, pour rebondir juste rapidement à ce que vous avez dit, c'est à mon sens ce qui a fait la popularité de la French Touch, qui lui a permis de s'exporter. Et c'était ce côté un petit peu propre de ces gens de Versailles qui montraient bien, qui présentaient bien. Et c'est ça qui a donné envie aux radios, au club. Ça aussi. Ils ont été reconnus d'abord internationalement. La France a dû attendre un retour international de ces DJ vraiment pour les lancer. Mais ensuite... La France serait-elle réfractaire au changement Légèrement, une fois de plus. Je pense qu'on va pouvoir appuyer sur le robot. Cela ne nous regarde pas. Mais ouais, c'est vrai que ce côté propre. Et il y a eu une vraie scission par rapport au monde de la rave en général et de la techno plus underground. C'est encore le cas aujourd'hui. L'électro inonde les clubs de par le monde, mais on a encore cette forte activité rave party, free party, underground, que des gens revendiquent, absolument anti-star system, qui sont contents d'aller écouter de la musique dans un champ au fin fond d'une warehouse abandonnée et qui refuseraient de se retrouver en club aujourd'hui. Ouais. Ce monde de la techno a toujours été un petit peu, on va dire, bipolaire. Ouais, mais t'imagines que c'était quand même pas la même époque, parce que maintenant on a quand même l'habitude depuis qu'on est né d'avoir effectivement, c'était toi, je trouvais qu'il en parlait très bien, Max, quand on s'est vu. Bon, pardon, peut-être qu'il faudrait que je vous appelle par vos noms de DJ. C'est ok. On peut je pense qu'on est quand même assez intime. Mais t'en parlais très bien pour dire que tu pouvais pas t'intéresser non plus à 1 milliard de styles de musique différents, puisque t'étais obligé d'aller diguer des vinyles. Ah oui, c'est vrai, tu nous parlais de ça l'autre jour. Et il faut se rappeler le contexte de l'époque où t'arrives et t'es là, oui, tu te présentes devant une maison de disques avec ta petite machine là, et puis tu dis oui, bonjour, je voudrais vous montrer un petit CD que j'ai fait, puis le truc ressemble à rien, puis t'es là, non mais attendez, vous t'es chez Universal ou chez Virgin, t'es là, non, tu repars chez toi, c'est pas possible. Et ouais, faut rappeler le contexte de l'époque où je pense que peut-être que c'est normal que les gens étaient pas, et puis il y avait quand même, comme vous disiez, peu de musique électronique en France, donc beaucoup de gens qui jouaient, enfin beaucoup de bands qui arrivaient avec de la musique, quoi, des musiciens avec des instruments. Donc effectivement, je peux comprendre, enfin c'est pas pour défendre mon pays, mais je peux comprendre qu'au début les gens soient un peu réticents et que ça restait quand même un peu niche, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, puis de toute façon, dès que tu as un nouveau courant qui débarque, on s'entend qu'il y a toujours une période pendant laquelle faut que les gens découvrent aussi la musique, tu sais. Parce que je regarde même si tu prends maintenant tous les sous-genres qui existent de musique électronique, il y en a qu'on connaît toujours pas à titre individuel les uns et les autres, parce qu'il y en a tellement. Tu prends juste, mettons, la drum and bass. Moi, j'ai commencé à recreuser un peu ce sujet-là il y a pas longtemps. C'est infini. Il y a genre 40 sous-genres de drum and bass. C'est genre chaque musique électronique maintenant a presque tous ces sous-genres. Ouais. Fait que tu as le grand courant de musique électronique après que tu redivises avec des ramifications infinies. Fait que ouais, ça prend du temps. Et ça ne s'arrête plus. Et ça ne s'arrête plus. Parce que maintenant, devenu difficile, ça prendrait un jeu de piste pour arriver à retrouver un peu quel genre est quoi et quelle musique est associée à quel genre. Je pense tous les ans, t'en as des nouveaux qui débarquent. C'est ça. Littéralement. C'est ça. Et du coup, là, je vois que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Max, est-ce que tu veux... après, on va peut-être... On pourra parler un peu plus des albums et des labels un peu plus en profondeur, et puis du son, des images, etc. Mais Max, je crois que tu nous avais préparé une petite chronique humoristique. Oui, je crois que c'est ce que j'avais entendu aussi. Et donc, on est hyper impatient de t'entendre si tu veux nous raconter tout ça. Avec plaisir. Mais j'ai préparé une petite chronique pour vous expliquer la French Touch avec mes yeux, mettons. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors écoutez, la French Touch, donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici la liste de ce que la French Touch n'est pas. Un nouvel iPod, une façon de se dire bonjour, une marque de vêtements de luxe à la française. Vous connaissez sûrement les French Fries, le French Cancan, le French Kiss ou même Frenché comme le disent nos amis québécois. En fait, la French Touch n'est rien d'autre que de la musique techno et électronique qui a pris une douche. Nos Frenchies viennent mettre au propre une copie brouillonne anglaise pour redéfinir les codes. Les codes, parlons-en justement. Cette capacité à rentrer par la fenêtre pour sortir par la grande porte et inviter tout le Paris huppé des années 90 dans des hangars miteux. On atterrit dans une rave comme les trentenaires d'aujourd'hui n'ont jamais vu. Enfumé à la Marlboro rouge et sponsorisé par Doc Martens. C'est rock'n'roll, baby. Oubliez les violoncelles et les contrebasses de l'Opéra Garnier
Ici, c'est du kilomètre de câbles, des murs d'enceinte et des maxis qui craquent. C'est la rave qui dérange et tout le monde comprend enfin que le Rex, ce n'est pas qu'un chien policier. Voici venu le temps des anonymes qui ne le sont pas. Thomas, Guiman, Étienne, Alan, tous se succèdent chez les disquaires de Montmartre, puis sur les ondes radio. Ah, les Daft, ou l'art de jouer au chat et à la souris pendant 30 ans. Sérieux, on a vu mieux comme méthode pour éviter les rendez-vous chez le dentiste. J'ai oublié Christophe Le Friand, qui n'est pas un concurrent des merveilleux de Fred, non. Oh là là, mais là bien là, le seul et l'unique Bob Sinclair. Alors mes amis, c'est bientôt l'heure du gin tonic et non pas du gin tonic. Et on s'apprête très bientôt à vous savonner les oreilles avec la voix de Jane Fonda. Oh, c'est joli. Bravo. On va faire des claps de micro. Des petits claps de micro, bravo Max. On n'est pas seulement dans une émission de radio, messieurs, on fait aussi podcaster, poésie, humour, philosophie. J'adore, c'est trop incroyable. Cool. Trop bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir de c'est faire trop ça. Cool, merci beaucoup. Oui, parce que t'es pas seulement DJ, t'as aussi des talents d'écriture et tout, c'est incroyable. Ah bah il fait tout, 360. Comme l'émission de la dernière fois, on n'invite que des invités qui savent, qui sont multitâches. Des couteaux suisses. Ils font tout. Impressionnant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en profite pour le son Gin Tonic qui a été fait en fait entre Bob Sinclair et Thomas Bangalter. Donc Thomas Bangalter est sur ce son. Exact. Je ne savais pas. En fait, on entend la voix de Jane Fonda. Ils ont samplé la voix de Jane Fonda qui donne des cours de sport. Exact, sur le son. Et en fait, alors très mauvaise surprise, Jane Fonda était très en colère de l'utilisation de sa voix et donc elle leur est tombée dessus avec une armée d'avocats. Oh wow. Exact, ouais. Ça c'est classique sampling, hein. Si tu fais pas les choses correctement. C'est ça, et en fait Bob Sinclair voulait pas que le son, il voulait que ce soit un son unique qui soit joué uniquement en club et que ce soit pas un single, que le son ne sorte pas en fait, qu'il reste vraiment pour le live quoi, pour je le garde dans ma pocket. Entre DJ. C'est ça, c'est entre DJ puis on le joue dans les clubs et en fait à l'époque les labels justement poussent tout le monde pousse, les managers poussent etc pour que le son sorte. Et finalement, Thomas Bangalter fait sortir le son en vinyle, en single, quoi. Ouais. Et c'est ça qui amène derrière la colère de Jane Fonda. Ah, sachant qu'à la base, c'était pas les plans. C'est intéressant. C'était pas les plans initiaux. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les deux se sont fâchés et sont restés fâchés. Parce que Bob Sinclair et les Daft ne se parlent pas. Ah ouais. Ah putain. Yes. C'est fou ça quand même. Ah ça fait un alors bout. que le son est incroyable quand on y le son est exceptionnel. C'est de A à Z en plus. Même rien que l'intro, tu sais, vraiment l'intro, elle dure hyper longtemps et exact. tout. Elle est vraiment géniale. Ouais, elle est incroyable cette chanson. Et je savais même pas que c'était Jane Fonda. Je savais même pas qu'elle avait donné des cours de gym. J'étais persuadée que c'était Véronique. Non, c'est ça, c'est Véronique et Davina. Moi, je pensais que c'était. C'était tiré de. Ok. Non, trop cool. De la source que j'ai en tout cas du bouquin mais c'est sur ça, les Daft. C'est sûr, c'est ça. Incroyable. Il n'y a pas que Véronique et Davina dans la vie. C'est quoi déjà le bouquin? C'est Daft. C'est Daft et c'est deux super talentueuses journalistes qui ont écrit ça. Peut-être que si tu arrives à me retrouver les journalistes. Parce que c'est Jay à la régie qui va retrouver ça. Et il a des devoirs ce soir. Ouais, mon Dieu. Il bosse sur ça. Non, bah, Kerry James, c'est bon, on a retrouvé. Arrête, je le voyais encore chercher là. Non, j'ai pas ramené le bouquin ce soir, mais ça aurait été plus facile juste de vous donner le nom directement. Parce qu'il y a Emmanuel quelque chose et je sais plus, mais. En tout cas, regardez Daft livre. Vous allez trouver, vous allez le trouver sur Amazon ou sur n'importe où là. Je pense que c'est facile de le trouver. Amazing. En tout cas, je voulais juste qu'on revienne un petit peu. Pareil pour ceux qui nous écoutent. Là, on a dressé un peu le portrait, le contexte social, le contexte historique, un petit peu on a cité quelques noms un petit peu comme ça. Je voudrais juste je voudrais juste qu'on cite un petit peu comme ça les 3 albums un peu fondamentaux que vous connaissez sûrement ou que vous connaissez pas pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent. Quel est notre crowd ce soir? Ouais, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas pour juste énumérer par année, il y avait eu Pound Soul en 96 de Motorbass. Motorbass, c'est Étienne de Crécy et Philippe Zdar. Philippe Zdar qui est un des protagonistes de Cassius, qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années. 2021. 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, à la base, eux deux avaient un groupe.
Effectivement, comme tu disais, Jay, c'est un gros succès à l'étranger, mais pas en France. C'est ça. Je crois que ça avait été commercialisé par un label anglais. Il me semble que c'est un label anglais qui avait dit, parce que les Anglais étaient hyper ouverts. Il me semble que oui, c'est ça. À l'époque, un peu comme Daft Punk au début va être par un label écossais. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que on était frileux. Donc encore une fois, oui, c'était pas les labels français qui sortaient. C'est pour ça que la plupart ont créé leur label. Ma petite anecdote, c'est toi qui racontais ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de labels anglais, écossais, enfin beaucoup de labels de Grande-Bretagne qui ont commencé à produire des artistes français? C'est parce que en 94, il y a eu l'inauguration de l'Eurostar. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de voyager. En fait, c'était beaucoup plus Ah oui, c'est ça, on en avait parlé. En fait, pour les journalistes anglais et français, c'était juste beaucoup plus facile de venir taper soirée qu'avant, parce qu'avant, il fallait prendre le ferry, puis après, il fallait prendre, tu vois. Et maintenant, pour venir à Paris, tu avais juste à prendre un train, et c'était hyper facile de juste venir diguer des sons. C'est ça. Venir à une soirée, effectivement. Partir le lendemain. Quoi. Voilà, c'est ça. Surtout qu'on en a pas tant parlé, mais surtout c'était eux. Tu sais, aujourd'hui, je pense que si on regarde l'industrie musicale, aujourd'hui c'est un peu les États-Unis qui dictent un peu les choses. Mais à l'époque, c'était les UK, tu sais. Je pense que l'idée, c'est un peu aussi de. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient entre la France et les UK aussi parce que c'est là-bas que les choses se faisaient avant qu'ils s'intéressent à la France, à la French Touch. Fait que je suis pas tant étonné qu'ils fassent appel à des labels anglo-saxons pour justement sortir leur son, pour que ça revienne après en France une fois que ça a été plus comme popularisé. Là. Ouais, je dirais quand même que les super productions musicales sont américaines, je te rejoins, mais plus sur l'aspect pour moi vraiment mainstream commercial. Ouais. Moins sur la musique électronique quand même. Je dirais plus des grandes généralités de comme si on prend la scène au sens très très large. Avant c'était les UK avec les Beatles, les Brit pop stars et compagnie. Ça a un peu shifté, mais comme à l'époque, c'était quand même vachement là-bas que ça. C'est vrai sur la partie plus mainstream, large, bien exact. sûr. Ouais. Maintenant, c'est vrai que de rock et de pop. Avec tout ce qui sort aux États-Unis, là, ils ont raflé toute l'audience entre les Taylor Swift et les trucs comme ça, mais c'est surtout, je pense que sur la partie musique électronique, plutôt, la vieille dame, l'Europe a vraiment pas à s'entacher des US là. Genre, on est quand même plutôt en place. Aujourd'hui, je vois que il y a énormément de gros labels qui sont aux Pays-Bas, qui sont à Berlin, enfin en Allemagne. Même la scène montréalaise est quand même vraiment costaud aussi au niveau électronique. De par le fait que ça soit francophone aussi, ça aide beaucoup. Là. Exact. Donc je pense que aujourd'hui, niveau musique électronique, presque les Américains sont quand même encore, sont bien en place là, mais quand même un peu derrière. Un peu plus derrière à mon sens, ouais. Ouais, 100%. C'est avis personnel là. C'est vrai. Et pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, Gab, au début, Pencil, c'est eux qui l'ont d'abord distribué. Ok. Vraiment eux, parce que... T'es allé revérifier l'info. Tous se faisaient de façon... C'est bien son travail, le qu'il est là. Heureusement qu'on a un travail de backup. C'est le fact-checker. Fact-check. Non, ils ont distribué ça eux-mêmes, parce qu'à l'époque, je me rappelle sur une interview d'Étienne de Crécy, où il racontait qu'ils allaient distribuer... leur maxi sous le bras, où ils allaient par eux-mêmes aller les faire écouter. Ouais, c'est ça. Donc ils ont commencé eux-mêmes à le distribuer et ensuite ça a été donné à une maison de disques belge, Pias Music. Ça pourrait être québécois ça. Mais... Ça pourrait, Pias. J'y avais pas pensé. Et voilà, c'était belge. Donc non, en effet, les labels français à l'époque, c'était compliqué. Surtout à l'époque de Pencil, c'est 1996. On est vraiment c'est au tout début. Là, au tout début, on commence. Ouais, c'est ça. Ensuite, deuxième album qui est très déterminant, c'est l'album d'Étienne de Crécy. Super Disco. Ouais, c'est ça, exactement. Dont je vais reparler dans ma petite. Donc tu vas reparler. Donc on va pas trop en parler. On va pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est sorti en 97. Étienne de Crécy, grand artiste, je vous conseille d'aller voir. Parce que, pareil, je veux pas trop spoiler ta chronique, mais il y a pas. Il y a la musique qui est absolument incroyable, mais lui à la base est graphiste et donc il y a aussi tout l'univers de ses clips. Il y a les pochettes d'albums, il y a toute la pochette d'album qui est incroyable. Il y a aussi toute la partie. Comment il a monté son affaire aussi qui est intéressante. Ok. J'ai largement de quoi faire, fait qu'on peut en parler un peu là, mais. Ah pas trop, faut pas trop. Ok, on n'en parle pas. Non, mais c'est pour toi, hein, c'est pour pas. Non, vous avez tout gâché. Ok, c'est bon, on n'en parle pas. Mais celui-là, il est important parce qu'il est.
de par son image, c'est un des premiers qui a lancé justement la French Touch, parce que quand on parlait justement de toute cette image un peu polished, etc., là, moi, avec mon œil de designer aussi, je le vois, c'est que ça a amorcé aussi comme une mouvance vraiment visuelle, en fait. Il y avait tout un concept un peu marketing derrière, et en fait, ça a permis de lancer un peu les choses de manière un peu plus visuelle, et non pas juste avec de la musique. Là, fait qu'il est vraiment intéressant, et qui fait que ça marche pour certains aussi. Regarde l'univers, je pense à l'univers Daft Punk aussi, tu sais, le côté visuel est très travaillé. Ouais, plus que travailler même. il est emmené jusqu'à il est très abouti. Dont on peut faire la jonction. Homework 97, la même année, album des Daft Punk, incroyable. Ouais. Clairement, puis toute l'image qui va autour d'eux, tu sais, ça fascine le monde en fait. C'est un des facteurs de leur réussite, je pense, c'est que ça fascine les gens, puis ça amène vraiment le côté visuel, le côté graphique, l'image, puis le choix qu'ils ont fait d'aller vers ce monde futuriste. On reprend tous les codes de la science-fiction en fait. Ouais, et en même temps, quand tu regardes les gens. Quand tu regardes Homework, ils n'étaient pas encore en mode robot au début. Et pas encore, ils étaient très rock. Parce que tu vois la pochette, t'as l'impression de voir AC/DC un peu. Enfin, je fais un parallèle, mais c'est une pochette de rock. Ouais, ouais, littéralement, parce que c'est un espèce de soute là, genre. C'est ça, c'est un avec un truc brodé dessus. Rouge, ouais. Fait qu'en fait, moi, leur génie aussi, pour moi, c'est juste comment ils ont réussi à faire évoluer ce groupe-là, tu sais. Ouais, ils ont pas eu l'idée comme ça tout de suite. Non, ils ont mais fait juste évoluer les choses. L'évolution de ça, j'ai pas pensé à y réfléchir, mais c'est vrai que d'un point de vue design et comment, enfin, en tout cas, c'est. Mais parce que les clips étaient fous aussi, parce que pareil à l'époque ils ont demandé ils ont demandé à des réalisateurs, que ce soit des réalisateurs de clips ou des Michel Gondry par exemple. Je pense à Sofia Coppola qui a réalisé le clip de Révolution 909. Je suis désolée, je le dis à la française vu qu'on parle French Touch. Je l'ai regardé avec des grands yeux, je sais comme elle a raison. Révolution 909. Mais ouais, Sofia Coppola qui a fait ses débuts, et c'est vrai que tu regardes le clip, il est fou. Mais avec la maudite tache de je me suis re-regardé hier avec la maudite tache de sauce tomate là qui est tellement drôle là, parce que le clip est comme découpé un peu pour que tu vois un peu la fin au début, puis que là, en tout cas, c'est. Oui, ce clip est fou. Pareil, ce clip est fou. Il est juste drôle en fait. Il est très drôle. Il est juste marrant, tu sais. Avant-gardiste vraiment pour. Parce qu'avant ça, il y avait genre juste. Enfin, vous me direz si je me trompe, mais avant, il y avait peut-être eu les clips de Michael Jackson qui duraient 15 minutes et qui étaient genre waouh. Les clips de Mylène Farmer, mais Mylène Farmer, je sais même pas si on n'est pas sur. Si c'est à peu près la même époque, qui sont fous aussi. Ouais, où t'as toujours un truc avant et un peu après. Il n'y avait pas eu tant de. Un peu de storytelling. Il n'y avait pas eu tant d'artistes qui ont poussé le côté graphisme et le côté clip à ce point-là. Bah, le côté clip, non, c'est sûr. Tu vois ? Pas tant. Bah, tu regardes Michael Jackson, c'est des films, ces clips. C'est littéralement des morceaux de films. Ouais. Après, on en reparle aussi, mais c'est une question un peu de budget là. C'est qu'au début, ils avaient 0 thune. Fait que ils faisaient un peu avec les moyens du bord. Puis même les studios de graphisme qui bossaient avec eux avaient pas de thune. Donc en fait, ça se voit, tu compares. Le sampling, il se faisait partout. Tu compares le début, puis tu regardes 2013 les Music Awards, les Grammy. Les Grammy Awards, pardon. Ouais, quand les mecs sortent avec Pharrell et. Quand t'as de quoi faire ce genre de scéno et de happening, genre. Okay, ça y est, genre, les gars sont bien plus loin que ce qu'ils étaient il y a 20 ans, tu vois. Mais je pensais à si tu parles des trois albums qui ont marqué, je pense qu'il y a un son aussi, juste un single qui a marqué, que tout le monde associe au Daft Punk, mais qui n'est pas des Daft Punk, c'est Music Sounds Better With You, qui est de Stardust. Il y a des gens qui pensent que c'est les Daft pour vrai. Il y a beaucoup de personnes pensent que. En même temps, c'est tellement la signature de la French Touch que ça m'étonne pas. Et en même temps, c'est Thomas Bangalter qui est dedans. Stardust qui est Thomas Bangalter, Alan Brax, et on se rappelle jamais du dernier, le pauvre. Non, c'est pas Benjamin Diamond. Non, Benjamin Diamond. Exactement. Le pauvre, c'est vraiment. Il y en a toujours c'est vraiment la troisième. Tu sais. C'est le chanteur. C'est le chanteur en plus. Mais oui, c'est le chanteur. C'est lui. C'est sa voix qu'on entend. Elle est incroyable, sa voix. Sa voix est incroyable, mais en effet, on a tendance à malheureusement l'oublier. Mais Stardust ne fera un seul single, exact. Un seul single uniquement. C'est le plus gros succès de la French Touch. Exact. Et ils n'en ont sorti qu'un. Ça me fait penser un peu à certains artistes de New Wave aussi là, qui faisaient juste un son puis qui après disparaissaient complètement là. Il n'y a pas eu beaucoup ça en French Touch, mais ça en a clairement fait partie. Ça c'est l'exemple même. Et tu parlais de distribution tout à l'heure, tu parlais de rouler Cri d'amour. Il y a quand même un gars qui a été un des dénominateurs communs de beaucoup de ces gars-là. C'est Pedro Winter. C'est le boss là, c'est lui qui est un peu le dénominateur commun avec eux tous, et en particulier le Zippy, patron du label de Headbanger maintenant.
exact. Et ça fera le pont avec l'émission de la prochaine fois. Mais c'est bien, Pedro Winter, dans les années 90, se trouve en rêve à Miami avec des maxi de Music Sounds Better With You sous le bras. Et en fait, il en donne un à Fatboy Slim. Il donne un maxi à Fatboy Slim. Faut le faire. 2 heures Est-ce après... que c'était genre les DJ copies là qui se donnaient que entre... Il emmène ce qu'il a avec lui dans sa valise. En fait, les mecs partaient, je pense, sans vêtements, quoi. Ils partaient juste avec des CD, ils partaient genre avec un seul slip. Je te dis pas. Les mecs arrivaient à Watt, mais ils avaient 50 vinyles avec eux. Quand tu regardes pour les Daft et pour les gens qui ont gravité autour d'eux, mais même pour les autres de la French Touch, là, quand ils partaient en voyage, quand ils partaient aux US, les mecs, ils n'avaient pas non plus beaucoup d'argent. Ils partaient avec le strict minimum. Ils restaient 3-4 jours. Ils dormaient chez des amis un peu sortis de nulle part. Et ils rentraient en fait à Paris. Et le gars donne un vinyle à Fatboy Slim. Et un peu plus tard dans le club, il retrouve le vinyle par terre piétiné. Mais non. De Music Sounds Better With You. Oh my god. Qui, pour revenir à ce que tu disais, Jay, est le son qui a le plus été écouté c'est ça. par la French Touch. Quand tu y repenses, ça fait mal au cœur. Tu penses que Fatboy Slim a pris ça, ouais. il l'a probablement jeté dans un coin. avant même de l'avoir écouté, non, je pense qu'il l'a même pas. Je pense qu'il a même pas pris le temps d'écouter. Je pense qu'il a pas pris le temps de l'écouter, non. C'était un peu moins facile d'écouter un vinyle à la volée comme ça dans un club. C'est ça, ouais, c'est que. Là, qu'à la volée comme ça, en lançant des galettes. J'espère que maintenant il est en train de lire l'article et qu'il regrette. C'est là, mais non. Il écoute l'émission actuellement. J'aurais jamais dû faire ça. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, c'est une petite anecdote marrante. Mais tu te dis que si tu parlais de distribution, je pense que ça fait le pont aussi avec la distribution puis les labels, tu vois. C'est mecs en fait avaient peur de rien. Je pense qu'il y a ça aussi. Notre société aujourd'hui est construite où on doit respecter un peu des codes, où on doit, il y a plus trop le culot en fait. On a peur un peu d'aller voir des labels. On a peur d'aller voir les gens. On voit des gens en face de nous. Moi, je pense que si j'avais Fred Again en face de moi, je pourrais me mettre à pleurer, tu vois. Genre, je vais me décontenancer parce que je suis tellement impressionné par le type. Et genre, et en fait, ces gars-là n'avaient pas ça. Ces gens n'étaient pas encore trop matrixés par les écrans et les ordinateurs. Ils avaient un culot monstrueux. En fait, il n'y a pas toute la pollution, médias sociaux, etc. qu'on peut voir. Puis les mecs sont juste à fond dans leur truc. Ouais, c'est clair. Et tu soulevais un peu tout à l'heure les points de c'est quoi les étapes, c'est quoi les succès, c'est quoi qui fait que ça a marché. Je pense que il y a des dénominateurs comme ça qui font que ça a propulsé. Ouais, puis ça fait aussi, moi je regarde en tant que trentenaire, ça fait aussi un peu le lien avec ma vie un peu analogique, le pré-internet, le pré-tout ça. Moi, le fait d'avoir quand même baigné là-dedans, ça fait que je suis toujours un peu en distance et en recul. Je suis complètement largué sur Instagram et compagnie en général. Et ça me fait du bien, parce que ça me rappelle aussi... Voilà, moi aussi. Jay. On est ces vieux papis là. Et... Jay, pour la petite anecdote, il mettait des images de météo à une époque. Des images, tu sais, Google Maps, là, tu sais, les images de Toi, t'es mon gars, toi. T'es mon gars. Merci. Mais oui, donc tu disais, donc un peu largué par ça, mais ouais, je comprends. Mais une époque analogique et digitale, tu vois, une époque analogique qui s'est digitalisée avec les premiers ordi. Parce qu'en fait, est-ce qu'on embarque sur ma chronique tranquillement? C'est ce que j'allais dire, justement. Si tu veux, tu peux faire la transition avec ta petite chronique. Parce que la partie médias sociaux apporte la partie justement visuelle, digitale que tout le monde va mon consommer. Domaine de prédilection. C'est ça. Non, parce que c'est ça en fait. D'ailleurs, il est en freelance, si jamais il y a des gens qui nous écoutent. Si vous cherchez un graphiste, il cherche en permanence un job. Et il en a ras le cul. Mais ouais, c'est ça en fait, ça me faisait penser à cette histoire de analogique digitale parce que en fait, je vais vous parler du studio H5 qui est un des studios de design qui est un de ceux qui a fait le plus de pochettes pour la French Touch en général, avec des artistes comme R. Etienne de Crécy, ils étaient là vraiment au tout début. Et en fait, tous les outils auxquels avaient accès les artistes de musique étaient aussi ceux auxquels avaient accès les graphistes, c'est-à-dire Photoshop 1 sur les premiers Mac et ordinateurs. Fait que je vous laisse imaginer à Photoshop 1. Genre là, on est rendu à la version... c'est 12, 13. Ça doit être quelque chose. Fait que là, on se dit que c'était il y a 20 ans. Là. Waouh. Enfin, même plus que ça, parce que c'était dans les années fin 90. Donc en ça fait, c'est un paint ans. amélioré. Quoi. C'était en noir et blanc. Moi, je vois les outils que j'ai aujourd'hui. Je me dis, si j'avais pas ça aujourd'hui, mais la galère absolue. Bien sûr. Donc en fait, forcément, ça a amené une forme de simplicité. Et c'est ça qui faisait qu'ils étaient un peu plus en système. Mais qu'aller droit au but, quoi. C'est ça. Fait qu'en fait, je vais pas skipper la chronique parce que là je suis déjà rendu un peu loin. On va revenir un peu au début, mais on va reparler un peu de ça tout à l'heure. Fait que c'est ça en fait. Je vous parlais d'artistes comme R. Etienne de Crécy, Alex Gouffer aussi pour ceux qui connaissent un peu plus,
Vitalik, quand même assez connu, mais Vitalik. plus créneau techno. Et Damon, je sais plus c'est quoi le son qu'ils ont fait là. C'est celui que t'as mis dans ta story. You are my eye. You are my high, voilà. Avec ça. les deux... Non, je vais pas vous la faire. Je vais vous épargner. Avec vous les deux épargner langues ça. qui se pécho vénère là. Oui, oui, oui. Ouais, Oui, c'est tout à ça, fait. ce clip. Allez voir ce clip Demon, You are my eye. C'est juste deux langues qui s'embrassent pendant 4 minutes. C'est deux personnes qui se roulent un gros palo pendant 4 minutes et c'est ma première expérience très sensuelle. Quand j'avais 6 ans, je regardais ça le mercredi matin. J'avais dit que je la raconterais. Hein. Oui, elle devait je- sortir. Elle est sortie. Quand les parents étaient pas là au travail, t'es là. C'est semi not My safe for God. work quand même. Genre. Tu te fais poigner avec ça à la job, c'est pas ouf. Et du coup, c'est ça en fait. On reparlait un peu de tout ce qui est petit milieu, un peu de Versailles et tout. Et en fait, un des fondateurs, donc le studio, c'est 2 fondateurs, c'est Ludovic Couplin et Antoine Bardou-Jacquet. Et en fait, le deuxième, c'est ça. Il vient de Versailles et c'est lui en fait qui va connecter son compère avec Étienne de Crécy et compagnie. Donc en fait, c'est ça. En même temps, je me dis, c'est un peu du réseautage 101 là. Genre, c'est juste que eux, c'était très condensé dans un lieu particulier qui était comme Versailles à Paris, tu sais, ce qui est quand même fou. Mais c'est comme ça en fait qu'ils ont rencontré les artistes et que du coup, eux, ils sortaient de l'école en même temps que eux sortaient du lycée. Ils avaient fait, je sais plus c'est quoi le nom de l'école de design, mais justement, ils étaient déjà un petit peu connectés grâce à ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils sont devenus le studio de design qui a fait beaucoup de pochettes, des clips et même aussi de la pub. Parce qu'il y a certaines pubs, je crois qu'il y en a une pour le C4 et une pour le Volkswagen Touran. Ok. En fait, ils racontent un truc marrant, c'est quand ils étaient plus trop inspirés, ils allaient les voir pour récupérer les idées des clips qu'ils avaient fait pour ces artistes. Je sais pas si vous vous souvenez, celle-là elle est incroyable. La pub pour le C4, c'est une pub avec la musique, faudra qu'on la mette en lien ou je sais pas trop comment, mais la musique c'est genre de la tectonique. Et c'est la C4 qui se transforme un peu en Transformers. Oui, Je sais pas si vous c'est Ah, C4 Picasso. oui. C'est la C4 Picasso ou C'est c'est ça. la C4 Je me suis dit, ça va être dur de parler de design dans un Incroyable. micro, mais là, je pense que ça vous évoque de Ouais, quoi, là si. Tout à fait. si. Et je crois que c'est sur du Mondotech, mais c'est hilarant. C'est genre, il patine sur de la génial. glace, Oui, le oui, oui. C4 se lève Oui. en Transformers. Exact. Et en fait, Je me toute souviens. l'idée du Transformers est reprise d'un de leurs clips. Et qu'en tout cas, bref, c'est une petite anecdote parmi d'autres, mais c'est assez intéressant. C'est vrai que pour nos amis québécois, vous allez moins voir. Mais Ouais, oui, le C4, effectivement, vous l'avez peut-être c'est- pas là, mais. Ouais. Pas le même C4. C'est ça. Ce n'est pas des engins explosifs. Ce sont des voitures françaises qui roulent très mal. Mais du coup, c'est ça, ouais. On parlait du fait qu'en fait, il y avait beaucoup d'artistes de French Touch qui avaient déjà cet œil un peu design. Donc, je sais plus si c'était le père d'un des gars de R qui était justement architecte d'intérieur, un truc comme ça. Toi, tu parlais de Étienne de Crécy qui était. Non, tu disais qu'Étienne de Crécy était designer, je savais même pas. Il est ça. graphiste à Il la était base. graphiste, ouais. À Ça la base, m'étonne c'est- pas parce que son super discount, justement, j'en parle un tout petit peu plus tard, mais ça fait énormément de sens. Parce qu'en parce fait, que- il y en avait plein qui n'étaient pas du tout musiciens. Qui n'étaient Ouais. pas. qui- Oui, c'est vrai. À la base, il y en a- à croire ouais. qu'ils ont été parachutés là-dedans parce que. Comme quoi, il étaient- faut pas forcément passer par le cycle classique pour faire de Bah, grandes j'avoue choses. que ça, pour le ouais. coup, ça l'a bien montré. Mm. Que t'avais pas besoin forcément d'avoir des parents musiciens, etc. Mhm. Tu regardes tous les DJ aujourd'hui, toi, moi, je pense qu'on n'a pas de background en musique. Jamais touché un piano. C'est ça. On a appris ça sur le tas et pourtant, ça nous empêche pas de faire du bon son. Fait que c'est toujours bon à savoir. On espère. Enfin bon, Vous avez tous, on vous en avez reparlera tous fait de la flûte quand même dans Oui, vos on jeunes a fait de la années à flûte l'école. au collège. Elle était extrêmement On traversière va- par contre. Ouais. On va rendre ça à l'éducation nationale française Exact. de tous nous avoir initiés à la musique. C'est C'est ça. ça. Et du coup, c'est ça en fait l'idée qu'il y avait derrière ce studio-là, puis la mouvance French Touch, c'est que l'idée c'était plus de mettre en avant les artistes, où c'était très photographique. On peut parler par exemple de Madonna. Il y avait Björk aussi qui avait des photographes français qui prenaient leurs photos, donc ça coûtait cher. En fait, c'est ça. Il y a toujours un peu cette logique c'est des gens qui voulaient moins se montrer, des gens qui avaient moins de budget, donc en fait de faire des shootings photos, je l'ai découvert aussi en devenant designer, mais ça coûte cher. Et en fait, eux, c'était on est graphiste, on a des ordinateurs, fait qu'est-ce qu'on peut vous faire de moins cher en n'ayant pas besoin forcément de montrer vos faces. Mais en fait, c'était du travail graphique, ça pouvait être de la typo, ça pouvait être juste du photomontage. Et en fait, c'est ça, ils utilisaient les premières techniques avec les premiers logiciels pour justement avoir des approches plus design qui vont moi s'apparenter à je vois l'artiste parce que c'est lui que je veux voir. Fait que ça, c'était vraiment, je trouve, ce qui a changé la donne d'un point de vue design. C'est que Super Discount, c'est l'exemple parfait, c'est que c'est un logo en fait. C'est même pas. Quand tu regardes Super Discount, c'est un logo que tu pourrais placarder partout. Et pour la petite anecdote, parce que ça m'a fait beaucoup rire, Étienne de Crécy disait Super Discount, ça va hyper marcher. Oh. Ah,
Ah, oh, je l'avais. Ah, Excellent. elle a mis du temps à venir. Vous auriez dû voir ma tête. Attendez, il y a une blague là-dedans. Ah ouais, elle est bien. Et en fait, l'idée du super discount, c'était. Elle était convaincue. C'est là que tu vois que le mec en termes marketing était très chaud. Ouais, non, elle est bien, elle est vachement bien. Avec une phrase, il t'a tué, quoi. Exact. Ce que j'aime beaucoup avec ce. En fait, c'était 4 compiles, je crois. C'était 4 maxi, je sais plus exactement. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils voulaient essayer de mettre le maximum d'artistes sur seulement 4 vinyles. Donc, c'était un peu une idée de distribuer au maximum de la musique d'artistes de la French Touch, justement. Et ça a permis, entre autres, de distribuer avec un concept fort parce que le logo était vrai. Et en fait, il racontait que. Les premières compiles Fun Radio, là, vous vous souvenez de ça il y avait des, oui, pareil, les albums avec plein d'artistes, là, les albums de l'été, les compiles de l'été. Les FG Radio là avec les 4-5 CD. Ouais, c'était les prémices de ça, là, c'était fou ça. Il fallait une table de 6 ça mètres de long. Ça coûtait beaucoup moins cher. Non, mais c'est vachement bien, ça coûtait beaucoup moins cher de faire ça. Exactement. Que d'acheter un vinyle par personne. T'avais un CD pour 20 balles, je pense. Enfin, t'avais 5 CD pour 20 balles. Donc t'en avais pour ton. En fait, c'est le rapport. Rapport qualité-prix. Le rapport qualité sur le nombre. Bon, après, il y avait sûrement un petit peu de la merde. Quantité-prix. Le rapport quantité-prix. C'est ça, le rapport quantité-prix. Plus de chances de choper des petites pépites, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, il disait que Super Discount, en fait, c'est juste écrit Super Discount en super gros avec un fond un peu jaune fluo. En fait, il disait, quand t'arrivais à la Fnac, tu voyais que ça, quoi. Donc, forcément. Ouais, puis en plus, ça joue sur le côté rabais, sur le côté genre. Mais oui, et c'est parfait parce qu'il disait, fallait que ça ait une image un peu Leclerc, mais pas avec des couleurs Leclerc, tu vois. Donc, il a pris un truc un peu plus péchu et il a gardé un peu l'idée. Faut que ça. Mais tu vois, là, on voit ce côté designer. Ouais. Parce que vous avez vraiment ça, tu vois. Nous, par exemple, je vois quand des gens qui ont cette fibre du design, attends, on va mettre ça là, ils te déplacent le truc, et puis tout de suite, ça fait un visuel beaucoup plus aéré, beaucoup plus, Et c'est dur à expliquer parce qu'il faut avoir mis les mains dedans. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Et c'est ça que moi j'ai découvert en faisant ce métier-là, c'est que le problème du design, c'est que tout le monde a un avis là-dessus, mais après, entre l'exécuter et le voir, il y a toujours un petit on peut faire ça, mais en termes d'exécution, c'est un métier qui est assez difficile pour ça parce que c'est visuel, c'est dans ta face, donc tout le monde peut un peu discuter de ça. Mais de comment tu te rends là, des fois, c'est insane. Ça prend un temps fou. Puis la simplicité est compliquée. La simplicité n'est pas simple. Donc tu vois, le super discount, quand je le vois maintenant, je me dis, ils ont quand même réfléchi à ça, pas en une heure, quoi. Donc c'est presque un publicitaire, un designer en fait. Un designer est un publicitaire qui... Ouais, surtout que lui avait l'œil marketing aussi, donc il avait la casquette communication, marketing et musique, donc il avait tout pour réussir sa petite recette magique, quoi. Donc ça, c'était parfait. Donc pour en venir à ce que je disais, je sais plus où était le lien, mais pour en venir, en fait, je reviens au studio H5 en fait, dont je vous parlais au début. Quand je vous disais que forcément, un peu comme les artistes de French Touch, ils faisaient beaucoup de sampling, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget. En fait, il y en avait un, je crois que son père était photographe. Et en fait, ils avaient une banque d'images que son père avait pris. Et en fait, ils étaient tellement cheap que il y a 3 albums qu'ils ont fait avec la même photo, juste en la réutilisant un peu différemment. Avec, je sais pas si vous allez les voir là, ceux qui sont à la radio, enfin ceux qui nous écoutent la verront pas, mais c'est 3 albums différents de Alex Goofer, de R et de Cosmo Vitali. Et en fait, c'est une espèce de scène avec, je sais pas, c'est une voiture de course avec des gens autour. Et en fait, l'album de R qui est au milieu, c'est comme un close-up sur les lignes un peu du fond. Ils ont juste changé un peu les couleurs. Enfin, c'est juste, ils ont recomposé un peu une image de base et ils ont réussi à faire 3 albums avec, en utilisant une seule photo. C'est fou, hein. Et ça, je trouve ça drôle parce que le côté un peu... Oui, là, c'est le pilote avec le casque. Le côté système D, pour le coup, je pense que ça peut pas mieux l'expliquer. C'est que c'est ça, ils ont fait ça avec peu de moyens et en même temps, créativement parlant, ils s'en sont quand même super bien sortis, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant pour le parallèle un peu entre comment ils faisaient leur musique et comment les designers qui travaillaient avec eux travaillaient. Il y a beaucoup de liens à faire un peu là-dedans, donc c'est vraiment cool. C'est ça, Super Discount, on en a déjà parlé. C'est ça, lui c'est ça, il voulait se référer un peu à l'hyperconsumérisme, donc en fait tout le concept est déjà fonctionne super bien. On veut essayer de vendre le maximum de titres sur un minimum d'espace, on va dire, donc ça c'était cool. Et après j'avais un petit bout aussi sur les clips. On a encore du temps ou pas? Oui, allez-y. On déborde un petit peu on peut déborder un petit peu. Ouais, ok. En fait c'est pareil au niveau des clips. On suit la logique un peu de ce qu'ils avaient un peu avec les pochettes de disques, c'est-à-dire on met pas les artistes en avant, et qu'en fait ça leur permettait de créer des clips avec une narration qu'ils maîtrisaient totalement, parce que t'avais plus forcément besoin d'avoir quelque chose qui était relié aux artistes. Donc en fait il y a un clip justement qu'ils ont fait pour Alex Goofer, The Child, que vous connaissez sûrement, qui est presque du trip-hop un peu. Oui, c'est un peu ça le French aussi au début, là il y avait un peu des sons de défilé de mode, etc. Ouais, c'est vrai.
semi-musique d'ascenseur là, avec la Dimitri from Paris et compagnie. Il y a vraiment des très très bons sons là. Oui. Moi j'appelle ça souvent les musiques de chez Zara. Oui. Je vais beaucoup chez Zara pour acheter des habits, mais aussi pour vraiment chasamer tous les sons. Ils ont vraiment une bande. Ah ouais, c'est pas super discount, les sons sont quand même bons. C'est incroyable. Okay. Ils ont, je sais pas qui fait les playlists de chez Zara, mais c'est de la, de la house incroyable. Des compagnies, t'as des compagnies qui font ça spécifiquement. Ah bah, en fait, ils agrègent de la musique puis ils vendent ça à des magasins, à des grandes surfaces. C'est de la deep house incroyable, ouais. Et t'as même des études très sérieuses qui sont faites sur la musique et le cerveau pour pousser les gens à acheter à des moments précis. Et ça marche. Selon le type de musique, on rentre presque dans un sujet d'une autre chronique, mais fait qu'il y a des gens qui nous matrixent complètement avec nos playlists chez Zara. Exactement. Vous pouvez trouver facilement en ligne, de toute façon sur YouTube, les playlists House Music de Zara. Ah, tu vois, non mais c'est vrai, c'est devenu un mème sur Instagram, vraiment. An hour shopping at Zara. C'est incroyable, tout Zara de part et d'autre du monde, c'est de la deep house incroyable. J'en ai chasamé tellement, je te dis. Je pense qu'on vient d'ouvrir une craque. Tout le monde chez Zara. Je prépare mes DJ sets chez Zara. Ouais, c'est bien ça. Moi, le digging, je le fais sur 54. Et donc, vas-y, on te laisse du coup, finir. c'est ça, en fait, le fameux clip de The Child Alice Goofer, en fait, c'est juste, ils ont recréé une ville, mais en typo. Donc, en fait, tout a été... En fait, les bâtiments, les gens, tout, c'est juste des mots, de la typo qui se déplacent et qui se baladent. Et en fait, t'es dans un espèce d'univers. Ça a un petit peu vieilli parce que je trouve que la typo, bon après c'est ça, faut remettre ça un peu au goût du jour, mais dans l'idée, dans le côté très abstraction, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est plus des idées que rattaché à un moment où tu te dis ça a été fait. Bah, tu le sens parce qu'avec les technos, tu sens que c'est moins poussé qu'un truc que t'aurais fait en 2024. Et je trouve que c'est des clips qui vieillissent bien aussi parce que c'est plus dans l'abstraction que dans quelque chose de très concret en fait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors ça devait peut-être passer sur la chronique de Charlie et Lulu là. Comment ça... C'est quoi l'émission là sur la 6 Machine. M6 Machine, c'est ça Oh oui. Je sais que je vous ai ramené super loin. Oh là là. C'est un peu le MTV à la française au final. Star Machine. Le Hit Machine. Le Hit Machine. Oh là là, c'est ça. Charlie et Lulu, Hit Machine. À 4, on y est arrivé. Attends, tu nous parles d'un truc là aussi. Ouais. Quand j'ai repensé à eux, M6, Charlie et Lulu, j'étais comme putain, ça devait passer sur Charlie et Lulu sur la 6 là. À réfléchir, mais du coup, c'est ça en fait. Il disait qu'il devait aussi beaucoup rivaliser avec les clips justement qui sortaient sur MTV. Et pour la French Touch, en fait, d'avoir cette idée plus narrative, moins sur des bands que tu vois un peu en format lifestyle, bah, ça faisait vachement la différence en fait. Parce que ça amenait beaucoup de fraîcheur et ça a permis aussi à les distinguer du reste. Donc je pense que c'est pas mal ça. Je vous ai parlé du C4 et du Volkswagen Touran, donc ça on est bon. Et ah oui, un dernier truc que j'avais à dire là-dessus qui était intéressant parce qu'ils parlent aussi de ce qu'ils font aujourd'hui parce que c'est un studio qui est toujours actif. Et ils font en ce moment où je pense qu'elle est peut-être finie. Ils faisaient une expo sur la French Touch justement à Paris qui avait l'air incroyable. Ouais, tout à fait. J'aurais été beaucoup trop chaud de la voir. Et en fait, ils parlent, c'est ça. Et c'est un peu une rétrospective et ils parlent un petit peu de ce qu'ils font aujourd'hui. Et justement, il parle des. Vous voyez les petites vidéos qu'il y a sur Spotify. C'était pas au musée des arts décoratifs, je crois. Il me semble que c'était là-bas. Il me semble que oui. Ouais. C'est possible. J'ai pas la ref exacte, mais c'est ça en fait. Il parle un peu de l'évolution de tout ça. Puis aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il parle des petits 5 secondes que tu as sur Spotify. Tu sais, quand tu lances un clip sur ton téléphone. Oui, et que tout à fait. De la frustration des gars. Ouais, c'est ça. Et en même temps, de voir aussi que c'est différent parce que c'est un 5 minutes où il faut vraiment être plus sur une espèce de rythmique parce que c'est très court. 5 secondes. Donc il faut un genre de motion design vachement plus travaillé sur la rythmique. Oui, mais c'est vrai que ça me fait penser, quand tu parles de ça, je crois que c'est le patron d'H5 qui explique qu'aujourd'hui, maintenant, il adorait faire des maxi à l'époque parce que c'était presque des tableaux. Ouais. C'est grand, un maxi, une pochette de vinyle. Et maintenant, il se doit de faire un centimètre sur 1 centimètre pour Spotify. Ouais. Et 5 secondes. En fait, c'est un peu le système de sample, c'est de la boucle qui tourne. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, design. On a bouclé la boucle. On a designé du 1 cm sur 1 cm. C'est juste. Et en effet, le métier de graphiste, change avec des formats reels, des formats très courts. Que tu peux poster sur Instagram vite fait, sur TikTok. Et moi, je vous cache pas que c'est un truc qui m'angoisse vraiment en tant que designer parce que. Bien sûr. Pour en venir un peu à notre discussion, moi je m'oriente pas forcément vers du web, j'ai envie de rester dans du print un peu, faire du concret. Parce que je sens que, je sais pas, cet univers numérique, je le comprends, il a une pertinence et il faut qu'il existe parce que ça permet de diffuser les choses. Mais je pense que c'est bien de rester ancré sur du concret aussi, tu sais. Fait que c'était ma petite parenthèse, mon petit manifeste personnel. Mais le vinyle, ça revient. Moi, je commence enfin à m'y intéresser aussi. Ça coûte une petite fortune, mais c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il faut rester à ce côté un peu matériel, mais pas matérialiste. Plus pour le souvenir, ce que ça évoque,
plus que le truc qu'on jette en 2 secondes sur le téléphone, quoi. Ce qui peut être un peu frustrant pour beaucoup. Donc, ça conclut. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si on pouvait, parce qu'après vous allez nous faire l'honneur de mixer pour cette émission, c'est trop cool. Si on peut prendre juste 5 minutes, juste pour parler un petit peu de vous. C'est horrible d'aborder les gens comme ça. Alors, parlez-nous de vous. 45 secondes. Mais non, mais brièvement, parce que vous êtes parce que vous, effectivement, vous êtes des DJ français, mais ça fait des années que vous habitez là. Vous avez chacun vos projets ici, et j'aimerais bien juste que vous en parliez un petit peu. Je sais pas qui veut commencer. Je viens de finir de parler, fait qu'on va donner un peu de rythme à la conversation. Allez, vas-y, Max, parle-nous de toi. Peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, Kylian, parce que ça a fait beaucoup d'écho sur le côté visuel, etc. Parce que j'ai sorti un son avec une amie qui est artiste peintre. Et en fait, j'ai eu la volonté de le mettre sur vinyle, en fait. Et on a fait un exemplaire unique. Et en fait, mon ami a peint la couverture de ce vinyle-là. Et le son, je l'ai produit vraiment dans l'idée d'avoir ce lien entre nos deux univers. Elle est dans un esprit un petit peu pop art, très coloré, elle a ses influences personnelles, mais Margot, c'est mon amie Margot. Et c'est ça, je pense que ça fait écho avec ce que tu dis de le fait d'avoir eu l'objet dans les mains, puis de savoir que c'est elle qui a peint le visuel qui est sur le vinyle. Ça évoque beaucoup plus ça donne beaucoup plus de valeur pour moi à ce son, qui est un single que j'ai fait comme ça pour m'amuser un peu on the side des autres projets que j'avais. Mais c'est ça, donc ce parallèle-là. Puis sinon, niveau musical, j'ai sorti un album en 2023 qui a été repris sur un label ensuite italien en août 2024. Donc ça, c'est assez récent, ça vivote tranquillement sur les plateformes de streaming. Et là, je prépare un nouveau projet d'EP un peu plus à ma sauce que le premier. Un projet vraiment très personnel, donc ça me tient beaucoup à cœur de l'emmener assez loin. Ça va sortir prochainement. J'ai pas établi encore toujours sur le même label plan. Ou tu... Non, là je vais aller un peu plus loin. La première expérience label, j'avais vraiment, mettons, pas d'exigence particulière. Je voulais un label absolument. Fait que j'ai pas été très regardant. L'expérience a été un peu en dents de scie, je dirais. Donc j'ai longtemps j'avais pas entendu ça, en dents de scie. C'est ça. C'est très visuel, il y a eu des marche points bien. positifs, des points négatifs avec ça. Exemple, pour s'il y en a qui nous écoutent puis qui se lancent un peu là-dedans, exemple, le label qui me crée un SoundCloud alors que j'ai déjà un SoundCloud parce que il garde les droits des musiques, fait que je peux pas les avoir sur mon SoundCloud à moi. Ah, waouh! Genre ce genre de casserole-là qui ne fait pas beaucoup de sens, tu vois. Ouais, mais ça, c'est l'expérience. Comment veux-tu, et c'est ça, quand en tu fait, commences là-dedans quand tu démarres, tu te retrouves, il se passe ça, puis tu te dis, bon, SoundCloud, déjà, cette partie-là, c'est mort. On va juste laisser vivre sur le reste. Et c'est ça. Donc, ce genre de petite casserole où tu sens que tu as des gens en face de toi qui sont passionnés aussi, là, mais petites erreurs de base qui arrivent pas avec d'autres types de labels. Donc là, l'idée, c'est vraiment plus d'aller taper dans des noms un peu plus gros, des trucs un peu plus connus. Puis je veux vraiment travailler ma recherche en amont, tu vois, et puis vraiment travailler le projet aussi en conséquence. Donc c'est ça le projet principal. Puis des petites soirées qui s'en viennent à droite, à gauche avec mon projet série nocturne avec un ami. Très intéressant d'ailleurs dont on parlait, de soirée immersive. C'est ça, alors immersive en gros guillemets quand même, mais c'est difficile de faire vraiment de l'immersive quand on voit ce que fait Cercle, quand on voit ce que font tous ces gens-là à travers le monde, mais ouais, c'est quand même, ça va être quand même cool. Puis l'idée, c'est d'acculturer autour de l'astronomie, puisqu'on connaît pas si bien que ça en fait ce qu'il y a au-dessus de nos têtes et ce qu'il y a dans l'univers. Fait que c'est toujours un peu intéressant. Puis là, avec ce qui s'est passé, ça. là, je me suis micro-parenthèse là, mais je me suis intéressé avec ces histoires d'aurore boréale, là. Tout ce qui Ouais, se passe il y a eu avec le des aurores soleil, boréales les en vents ce solaires, moment. tout ça, Ouais. là, ça peut couper des villes au complet si vraiment c'est un phénomène qui s'accentue. Il va se passer des trucs fucked up. Là. C'est comme non mais sérieusement, t'as comme t'as des villes entières qui peuvent ne plus avoir d'électricité parce qu'en vu que c'est des champs électromagnétiques, ça fout le bordel, satellites, machin, enfin bref. Donc c'est ça, ouais. Série nocturne, tu disais. Série nocturne, une soirée le 25 octobre dans un endroit qui s'appelle le Vol de Nuit, qui est pas très connu à Montréal. Mais un petit cabaret très très atypique. C'est un bar?
C'est un bar cabaret un Ok. peu Ouais. esprit bar. Donc c'est ça, si jamais il y en a qui sont intéressés. Je sais qu'il y a une très très belle soirée la veille au Dahomey Oh. avec vous deux aussi. On en fera peut-être la pub. Donc voilà. Puis c'est pas mal ça, je te laisse y aller, Kylian. si Ouais, tu veux. bah c'est ça en fait. Cette soirée-là, c'est aussi un peu de nos collabs parce que avec Max, on a commencé à se rencontrer avec notre feu collectif Une minute de plus. Et depuis, on continue à bosser ensemble comme la plupart de toute la gang. Là. Fait que nous déjà tous les deux, on a des projets en commun, dont un peu Série Nocturne parce que je les aide à faire du design. Et en fait, moi, je fais toujours de la musique, mais un peu plus en retrait. On dirait que le design, ça me permet aussi de mettre les autres en avant. Fait que je pense que c'était un peu ce dont j'avais besoin pour, avec un peu mon métier, pousser un peu les projets des autres. Si je peux te faire ta com, si je peux pousser ton projet, et c'est ce que je fais avec eux, puis avec d'autres amis. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire et de continuer à faire en design. Après ça, moi j'ai eu mon collectif à l'époque Bonimenteur. Après, on a une minute de plus. Fait que j'ai toujours envie de continuer à m'impliquer là-dedans, mais je me rends compte aussi que faut quand même que je choisisse un peu mes priorités, tu sais. Donc le design, c'est ma priorité principale. Continuer à entretenir cette flamme musicale, puis pousser des projets, en discuter, ça me fait toujours autant kiffer. Fait que moi, mes projets maintenant, c'est plus des projets de support. Les projets musicaux, je dirais que je veux quand même que ça reste dans de l'exploration musicale. La French Touch, en vrai, c'est parfait parce que j'ai baigné là-dedans, puis je pourrais peut-être parler un petit peu du set, mais j'ai essayé de sortir toutes les petites pépites un peu du chapeau et des petites surprises aussi que j'écoutais à l'époque. Fait que c'est vraiment relié à la French Touch de près et de loin parce que c'est des sons de French Touch, des sons qui pour moi dans mon imaginaire sont associés à de la French Touch aussi. Et c'est un peu ce que j'écoutais à la radio aussi, de ce que j'aurais mis littéralement dans un set là. Fait que je pense que ça va être le fun. Mais ouais, en termes de projet, moi c'est ça, j'en ai pas vraiment de spécifique en soi. C'est plus que je suis plus devenu un électron libre qui va au gré des vents et des marées tel un breton qui navigue d'île en île. Donc voilà, je pense que c'est pas mal ça. Bon super, en tout cas merci beaucoup les gars, moi j'ai trouvé la conversation hyper intéressante. Si vous voulez, je vous laisse aller prendre place autour des platines. Oui, ça ressemble à ça. Si vous voulez aller vous merci installer. Beaucoup, non, c'était hyper intéressant, c'était super cool. Moi c'est ça, je vous laisse aller vous installer et puis moi je vous dis qu'on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine on essaiera de réfléchir autour de la French Touch actuelle, donc post-2003, qu'est-ce qui se fait depuis, qu'est-ce qui se fait maintenant. J'accueillerai encore 3 super DJ dont je vous fais la surprise, mais voilà. Il y a aussi une soirée au Dahomey, comme on avait dit, qui s'en vient le 24 octobre, dont je suis assez fière, je dois dire. Une soirée 100% French Touch. Que ce soit plutôt old school, que ce soit actuel, pareil, avec une line-up, avec justement des skins dont que vous venez d'entendre pendant plus d'1 heure, avec Louis Luminescu, que vous connaissez sûrement parce qu'il est de toutes les soirées, et puis avec Pio Banji, qui est un ancien protagoniste de Polisson. Donc je suis hyper contente de la line-up, je suis hyper contente de tout ce qui s'en vient. 29 octobre aussi au Mal Nécessaire. Enfin bon voilà, il y a énormément de soirées qui s'en viennent. Moi je vous souhaite une très très belle soirée, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. J'espère qu'on a réussi à vous faire un peu oublier le blues du dimanche soir. Merci Jay d'avoir été à la régie. Et un grand plaisir. et puis Merci à voilà, toi. je vous laisse découvrir le travail des 2 grands DJ. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye. À bientôt.